je vais continuer sur ces matériaux poreux dont j'ai parlé, matériaux moléculaires. Et à nouveau, pour la énième fois, je montre cet ensemble de dispositifs qui constituent la cible. Et la question, c'est, après avoir montré évidemment toute la pertinence et la beauté de ces objets moléculaires solides dans lesquels qu'on peut fonctionnaliser avec des complexes de coordination moléculaire catalytique ou des photosensibilisateurs moléculaires de sorte que ces molécules deviennent solides à travers leur intégration dans ce type de solide moléculaire. La question, c'est maintenant, après les avoir étudiés en solution, en suspension, c'est de les mettre dans des configurations qui sont les plus pratiques, à savoir sur des électrodes de ces piles ou de ces électrolyseurs et photoélectrolyseurs. À la fois comme électrodes, si on ne parle que de ces MOF en présence, enfin en ayant intégré toujours de façon covalente ou non covalente, vous avez vu toutes les méthodes qui sont possibles, un catalyseur, ou une photoélectrode avec un photosensibilisateur intégré dans ce solide. Je ne vais vous parler maintenant que d'électrodes basées sur ces matériaux, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de photoélectrode qui a été construite à partir de ces matériaux. Alors, le problème, c'est que pour des applications dans des systèmes électrochimiques ou photoélectrochimiques, il faut évidemment assurer un bon transfert d'électrons entre les électrodes et le catalyseur hétérogène qui est fixé sur cette surface. Et en général, on dépose le matériau sur la surface d'électrode qui est conductrice. Ça peut être des conducteurs classiquement transparents comme ITO, FTO, etc. Donc des oxydes métalliques, ça peut être du carbone, ça peut être toutes sortes de choses. Si le matériau que vous rajoutez sur l'électrode est lui-même conducteur, tout va bien, il n'y a pas de problème. Malheureusement, ces solides-là ne sont pas conducteurs. Et donc, en général, et c'est pour ça que jusqu'à il y a peu de temps, ils ont été surtout étudiés dans des conditions photochimiques de suspension dans lesquelles il n'y avait pas de question de conduction entre l'électrode, il n'y avait pas de question posée de conductivité de ces matériaux parce qu'on savait très bien qu'ils n'étaient pas conducteurs. Et donc, c'est seulement tout récemment qu'il y a eu des tentatives de mettre en forme ces solides sur des électrodes et de les utiliser comme matériaux d'électrode. Alors, donc ce sont des très pauvres conducteurs électriques, pour ainsi dire, ce ne sont pas des conducteurs. Et en fait, ça s'explique à la fois par le caractère isolant des ligands organiques en général, et puis parce qu'il y a, on le voit bien, un mauvais recouvrement entre les orbitales pi du ligand et les orbitales d du métal, donc ces choses-là ne conduisent pas. Alors, en fait, il y a deux types de solutions. La première solution, c'est de les rendre conducteurs. Je vous invite à regarder cet article de revue récent qui, en fait, fait le point sur les stratégies de modification des MOF pour les rendre conducteurs. Et ça, vous verrez dans cet article-là, il y a très très peu de choses pour le moment, et avec des succès limités. L'autre approche, c'est à partir du moment où vous avez un catalyseur solide pas très conducteur, l'idée c'est de faire des couches très très minces pour limiter le chemin des électrons et pour que assez directement les électrons qui viennent du support d'électrode se retrouvent rapidement avec les espèces actives de
du solide. Et il s'avère qu'il y a un article qui vient de sortir d'un collègue, d'ailleurs Daniel Meyer, à Marcoule, dans le sud de la France, avec qui on collabore, qui fait le point un petit peu sur ces différentes approches. Et c'est de ça que je vais surtout discuter. Je vais très peu parler du premier point, juste vous dire que finalement, la stratégie, en gros, et peut-être un des tout premiers efforts dans ce sens-là, vous voyez, a été publié dans Science en 2014, c'est d'incorporer des molécules conductrices, des molécules organiques conductrices à l'intérieur des pores. À nouveau, c'est cette possibilité avec les MOF d'accrocher soit sur les ligands, soit sur les ions métalliques, soit à l'intérieur des pores, de façon irréversible, de façon covalente ou non, toutes sortes de molécules. Ici, la stratégie qui est prise, c'est d'introduire, voilà, ici, vous voyez, une tétracyanoquinodométhane, qui est une molécule voilà, qui peut assurer le transport des électrons. Et dans ce travail-là, qui est un des MOF assez connus qui s'appelle HCUST-1, où vous pouvez reconnaître, par exemple, le ligand ici, enfin là on ne le voit pas très bien, mais en fait c'est un tricarboxylate benzénique, vous voyez, un noyau aromatique, et puis à nouveau des fonctions carboxylates qui assurent les connexions entre les sites métalliques. Et puis c'est un cluster de cuivre qui est dans le nœud inorganique. Bon. Et donc, ce qui a été fait dans ce cas-là, c'est d'introduire cette molécule qui a la configuration et la structure et la taille qui permet, vous voyez, d'utiliser les ligands cyano ici pour connecter les atomes de cuivre sur deux cuivres adjacents comme ça et également ainsi. À travers la conjugaison de ce complexe-là, de cette molécule-là. Et donc, c'est le type de stratégie qui est utilisée. Ce matériau présente quelques propriétés de conductivité. Voilà, c'est le type d'approche. Et puis, l'autre exemple, il n'y en a pas 50, c'est là aussi un autre ligand conducteur, tétratiafulvène tétracarboxylate. Vous voyez, à nouveau, il y a des carboxylates pour assurer la connexion. Donc le MOF est construit sur la base de ces ligands organiques qui sont conducteurs, et la conduction se fait à travers les différents ligands TTF-TB au sein de la structure. Voilà, très peu de choses dans ce domaine. Et je n'en dirai pas plus, et je passe à la question du dépôt de ces matériaux sur des surfaces d'électrodes. Alors, sans doute les plus originales et les plus intéressantes d'une certaine façon sont celles qui sont définies comme étant des synthèses in situ, que je vais définir, mais j'y reviendrai à la fin, où le matériau d'électrode est lui-même le réacteur sur lequel se fait la synthèse du MOF. C'est-à-dire le MOF n'est pas pré-synthétisé et ensuite déposé sur le solide, mais il est synthétisé sur la surface d'électrode. Alors, ça peut être de la croissance directe. En gros, vous avez les précurseurs du MOF, le ligand, souvent carboxylate, le sel métallique, et dans les conditions solvothermales classiques des MOF en solution, vous le faites en présence d'un support d'électrode. Et le MOF se construit sur le solide. Vous pouvez faire ça plus finement, couche par couche, c'est-à-dire qu'il y a quelques exemples dans lesquels vous fixez d'abord une première couche de ligand. Donc vous ne traitez la surface qu'avec le ligand, et ensuite vous prenez cette surface modifiée, vous la traitez par une solution qui contient que le sel métallique, vous créez le cluster qui s'accroche sur le ligand, et ainsi de suite, couche par couche. Et puis il y a également quelques
quelques méthodes qui utilisent l'énergie électrique pour créer le MOF sur la surface, à nouveau en traitant un système comme ça électrolytique en présence des précurseurs sels métalliques, ligands organiques, et vous appliquez une tension et à ce moment-là, les molécules qui sont chargées se déposent sur la surface et le MOF se synthétise ainsi. Puis après, il y a des choses beaucoup plus classiques, mais avec absolument la nécessité de faire des couches les plus minces possibles. Le problème, c'est que ce sont les méthodes les plus simples et les plus utilisées. Malheureusement, d'une certaine façon, c'est très difficile d'avoir des couches qui sont inférieures au micron, et si on n'est pas en dessous du micron, eh bien, on n'a pas de conductivité suffisante. Et donc tout l'enjeu dans ces méthodes-là, donc les spin coating, deep coating, donc ici par exemple on trempe l'électrode dans une solution qui contient du MOF. Oui, quand ex situ, donc excusez-moi pour bien préciser, c'est que le MOF le matériau est synthétisé d'abord, comme je l'ai indiqué dans mes cours précédents, modifié si vous voulez incorporer un catalyseur moléculaire, comme je l'ai indiqué, et ensuite, une fois que vous avez cette poudre, cette suspension, eh bien, vous appliquez toutes ces méthodes. Il y a également des méthodes qui utilisent l'énergie électrique, notamment l'électrophorèse. Là aussi, vous appliquez une grosse tension qui fait que le matériau vient se déposer sur l'électrode. Alors, à nouveau, ça a des côtés pratiques parce que la maîtrise de la synthèse des MOF est quand même assez raisonnable. Et ces choses-là sont un peu plus délicates. De mon point de vue, c'est plus intéressant, mais c'est plus délicat. Ici, on fait donc le MOF et ensuite on le dépose par toutes sortes de méthodes. On peut aussi simplement déposer une suspension, une encre qui contient le solide, sécher et puis espérer que le matériau est suffisamment accroché sur le solide. On peut aussi mélanger ce solide avec une pâte de carbone qui est conductrice et qu'on dépose et qu'on utilise ensuite comme électrode. Mais à nouveau, le problème, ça va être la taille des couches. Et je vais commencer je vais parler d'abord de ces méthodes les plus simples. Et donc, voilà, le premier exemple, peut-être un des tout premiers exemples, vous voyez, se situe au milieu des années 2010, en 2014. Voilà un MOF classique. Ici, c'est un ligand benzimidazole qui connecte non pas des clusters, mais des atomes isolés de cobalt. Ben là, c'est tout simplement cette poudre qui est mélangée avec du nafion et voilà, simplement on dépose cette encre sur une électrode et ensuite on sèche, vous voyez, pendant 24 heures et on a un matériau, vous voyez, qui a des tensions assez élevées et a des courants relativement faibles et a des surtensions donc assez élevées de l'activité. Vous voyez ici une surtension de 750 millivolts pour faire 1 milliampère par centimètre carré, même si c'est avec un rendement faradique de 90% de production d'oxygène, puisque c'est de l'oxydation de l'eau dans ce cas-là. Évidemment, c'est assez lamentable aujourd'hui, mais enfin, disons que c'était, de mon point de vue, le premier catalyseur, enfin, le premier solide moléculaire d'une certaine façon, puisque on parle bien de molécules quand on voit chaque centre isolé de ce MOF, qui catalyse de l'oxydation de l'eau, non pas de façon photochimique, mais de façon électrochimique. Donc là aussi, essentiellement un problème de conductivité. Dans le cas de l'oxydation de l'eau, là aussi, vous voyez un des tout premiers travaux dans lequel
un MOF à base de cuivre avec l'acide téréphthalique classique, avec des liens aussi triéthylène-diamine, vous voyez, qui connectent également deux atomes de cuivre. Et ce qui est fait ici, dans un souci de conduction, c'est d'utiliser l'oxyde de graphène qui contient tout un tas de fonctions de type époxyde, carboxylate, alcool, etc., qui peuvent être des sites de fixation du MOF. Et donc, ce matériau hybride a été, là aussi, simplement déposé, hein, après avoir obtenu cette poudre hybride entre le MOF et l'oxyde de graphène, et après rajout de nafion, donc dépôt sur une électrode de carbone. Et évidemment, à nouveau, hein, l'oxyde de graphène, il est intéressant parce que c'est un matériau qui est conducteur, qui assure un transfert des charges raisonnable et qui a une haute surface spécifique. Et en fait, ce matériau, à ce moment-là, vous voyez, 2013, a été utilisé dans tout un... Je ne vous demande pas de regarder tous ces chiffres-là, mais en gros, a été utilisé pour faire de la réduction des protons, pour faire de la réduction de l'oxygène, pour faire de l'oxydation de l'eau, pour faire de la réduction de l'oxygène. Et ce qu'on voit ici dans ce tableau, ici, c'est une comparaison avec le platine en termes de pente de Tafel, de surtension, de densité de courant, etc., pour chacune des réactions. Et on s'aperçoit simplement ici, première remarque, c'est que plus on a de quantité d'oxyde de graphène associé au MOF, plus on se rapproche, entre guillemets, du platine, c'est-à-dire on a de meilleures surtensions, on a de meilleures pentes de Tafel, enfin, etc., etc. Et ici, si vous voulez, quand on compare au platine, l'activité, enfin, d'après les auteurs ici, l'activité de réduction de l'oxygène, donc par ce MOF sur oxyde de graphène, était considérée suffisamment intéressant. Vous voyez des pentes de Tafel qui sont proches de celles du platine, une surtension beaucoup plus grande, qui se traduit aussi par un potentiel de démarrage moins bon, et des densités de courant à un potentiel donné qui sont assez proches de celles du platine. Et à partir de là, ces gens-là, ils ont décidé d'aller plus loin et d'utiliser carrément ce MOF dans une pile à combustible. Donc vous voyez, j'ai discuté. Donc, dans une pile à combustible, c'est l'oxydation de l'hydrogène par l'oxygène. Hein, vous avez à l'anode l'hydrogène qui est le carburant, qui donne des électrons, et ces électrons sont utilisés pour réduire l'oxygène. Et il vous faut bien sûr des catalyseurs partout. Et là, dans ce dispositif-là, ces gens-là ont mis sur l'anode du platine, et sur la cathode où se fait la réduction de l'oxygène, ont voulu évaluer leur matériau à base de MOF. À mon avis, c'est un des tout... À mon avis, à ma connaissance, c'est le premier, disons, dispositif électrochimique de type pile qui a été construit en utilisant un MOF comme catalyseur. Et simplement, je ne rentre pas dans le détail des informations qui sont ici, mais disons qu'on a voilà, une puissance, une densité de puissance qui est révélée ici dans ce graphe. Donc densité de puissance en fonction de la densité de courant qui est délivrée. Vous voyez qui est assez proche du platine, puisque ce chiffre-là, c'est 60. Vous voyez, vous avez ici la courbe correspondant au platine commercial qui est utilisé dans cette pile, et ici le matériau à base d'oxyde de graphène et de MOF qui est, disons, juste en dessous, à 76%, et sans doute, je ne me souviens plus, mais les différentes courbes, c'est avec des quantités croissantes d'oxyde de graphène. Voilà.
Donc voilà le type de choses qu'on peut voir dans la littérature avec des MOF. Alors j'ai parlé aussi de dépôt électrophorétique. Là aussi, le MOF est synthétisé avant et ensuite déposé. Et là, c'est un exemple donc du MOF 525. Donc c'est un cluster de zirconium qui est là comme nœud inorganique, et le lien organique entre ces éléments inorganiques, c'est une porphyrine. On a déjà vu ça. Hein. Ici, elle est non métallée, il n'y a pas de métal ici pour le moment. Et à nouveau, bien sûr, des carboxylates qui assurent la coordination sur le cluster de zirconium. Et donc, vous avez ce MOF. Et ici, donc, vous avez le MOF en suspension. Et dans cette stratégie de dépôt électrophorétique, en gros, hein, pour simplifier, vous avez deux électrodes. Ici, c'est un oxyde métallique, FTO. Deux électrodes qui trempent donc dans une suspension de MOF, dans un solvant organique, une grosse tension qui est appliquée pendant un certain temps. Et les particules chargées sont déposées finissent par se déposer sur l'une des électrodes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une fois qu'ils ont déposé ce MOF, l'électrode elle-même a été déposée dans une solution de sel de fer, de sorte que la métallation de la porphyrine s'est faite dans un deuxième temps, voilà, pendant un certain temps, et pratiquement toutes les porphyrines ont été métallées et de façon totalement uniforme. Lavage, séchage, et puis dans ce travail-là, il y a les choses classiques de caractérisation de ce solide. Voilà la surface métallique, et comme on peut le voir ici, la cristallinité du MOF initial est conservée, malgré ce traitement électrophorétique, malgré la métallation, malgré ces conditions de haute tension, de température, etc. Pour voir si... donc là, ce sont des couches... je ne sais plus très bien quelle est l'épaisseur de cette couche. Mais, si vous voulez, une des façons de voir que vous avez bien un transfert de charge entre le support d'électrode et votre matériau solide, c'est évidemment à travers l'observation de signaux redox caractéristiques du matériau. Ici, comme vous avez une porphyrine de fer, par électrochimie, par voltammétrie cyclique, vous pouvez voir si ce transfert de charge se fait. Et effectivement, c'est le cas, puisqu'on retrouve dans ce matériau, déposé sur l'électrode, les signaux caractéristiques du site métallique, le couple fer 3, fer 2, le couple fer 2, fer 1 et le couple fer 1, fer 0. Donc, ce qui est proposé dans ce travail-là, c'est que, de fait, le MOF est déposé de cette façon-là et que les distances entre les porphyrines sont suffisamment courtes pour qu'il puisse se faire un transfert d'électrons à travers des sauts entre les différents atomes de fer. Ce qui est assez extraordinaire dans ce système, c'est finalement la densité de porphyrine par centimètre carré. À ma connaissance, quelque chose comme du 6,2, enfin du 6,10-8 mol par centimètre carré, c'est une sorte de record. Lorsque vous voulez greffer quelque chose à la surface d'un solide, c'est très difficile d'atteindre beaucoup plus que ça. L'autre chose
Enfin, à ma connaissance, c'est le record pour un catalyseur moléculaire hétérogénéisé. La deuxième chose, c'est que les données électrochimiques montrent que presque 80% des sites fer sont accessibles par les charges. Et en fait, ici, si vous prenez la même porphyrine ici, qui fait une taille de 2,5 nanomètres carrés, et que vous faites un dépôt de cette porphyrine de fer sur une surface plane maximale, vous arrivez à 7,10-11 mol par centimètre carré. Donc le MOF permet une densité de porphyrine de fer qui est 1000 fois plus grande. Donc ça, c'est quand même une propriété assez intéressante. Et ensuite, comme vous le savez, les porphyrines de fer sont connues comme étant un des tout meilleurs catalyseurs moléculaires pour la réduction du CO2. Nos collègues parisiens, Marc Robert, Jean-Michel Savéan, etc., ont développé ça pendant des années. Eux-mêmes, d'ailleurs, en ce moment, travaillent sur l'hétérogénéisation de leur porphyrine de fer. Mais ici, vous voyez, en 2015, Hupp, un très grand spécialiste des MOF aux États-Unis, c'est l'auteur de cet article, a hétérogénéisé donc ces porphyrines de fer sous la forme de MOF et a pu en faire des électrodes qui donc présentent des propriétés d'électrocatalyse pour la réduction du CO2. Ici, vous voyez, ça c'est sous azote, donc il n'y a pas de catalyse de réduction du CO2. Et ici, vous voyez un premier événement catalytique. Il s'avère que si vous rajoutez une source de protons, ce qui est connu dans le cas des porphyrines, ici du trifluoroéthanol, c'est encore mieux. Et effectivement, en absence de trifluoroéthanol, c'est ce que vous voyez ici, vous observez que dans l'acétonitrile, à cette tension-là, c'est-à-dire avec des surtensions de l'ordre de 0,65 volts, vous faites du CO et de l'hydrogène, un mélange CO-hydrogène, avec des très très bons rendements faradiques. Simplement, vous voyez que très rapidement, des courants pas très élevés, 2 mA par centimètre carré, puis ça tombe, donc vous avez une dégradation du film, ça ne tient pas bien. Si vous rajoutez de l'acide trifluoroacétique, mais ça, alors voilà, ici vous avez le rapport 1,1 CO hydrogène, et vous voyez qu'on fait quand même plusieurs centaines de tonnes de cycles catalytiques. Et puis, ici, vous ajoutez de l'acide trifluoroacétique. Vous vous souvenez, j'espère, que la réduction du CO2 nécessite des protons. En effet, vous avez beaucoup plus de courant. Vous êtes presque à 6 mA par centimètre carré. Ça a l'air de tenir un peu plus, mais enfin pas tellement beaucoup plus. Donc, il y a une certaine fragilité du système. Bon, malheureusement, en rajoutant des protons, ce que vous avez fait aussi, c'est que vous avez perdu la sélectivité, puisqu'il y a beaucoup plus d'hydrogène que de CO dans ce cas-là. Ce n'est pas étonnant, vous rajoutez des protons, et la compétition de la réduction des protons et de la réduction du CO2 est en faveur de la réduction des protons. Néanmoins, on commence à atteindre des matériaux qui ont des propriétés, enfin pour des complexes moléculaires hétérogénéisés, c'est pas si mal, plusieurs milliers de cycles catalytiques dans un temps limité. Voilà. Bon, néanmoins, sans doute, ce type de matériau peut être amélioré. Il y a à nouveau un problème de limite de diffusion des charges et surtout d'instabilité des matériaux. Mais c'est assez intéressant. De mon point de vue, c'est une des belles réalisations de transformation de quelque chose qui n'est pas du tout conducteur en une électrode. J'ai déjà parlé de... Donc là, c'était porphyrines de fer qui ont été hétérogénéisées et mis sur une surface à travers ces matériaux. Ici, je reviens à une classe de composés moléculaires catalytiques qui sont les POM, les polyoxométallates. Je rappelle, ce sont des clusters solubles, anioniques, qui permettent de stocker de nombreux électrons, de nombreux protons, qui ont été utilisés
pour catalyser des transformations polyélectroniques. Bon. Et donc ici, vous avez un de ces polyoxométallates. Et là, il y a une activité, alors que j'ai déjà cité nos collègues de Versailles avec qui on collabore, mais à cette époque-là, on ne collaborait pas. C'est leur premier travail, je dirais, vous voyez, en 2011, sur la possibilité de faire ce qu'on appelle non pas des pommes intégrées dans des MOF, comme je l'ai montré, comme j'ai montré quelques exemples dans les précédents cours, mais de faire un MOF dont les nœuds métalliques sont des pommes. Et on appelle ça des pommes-MOF. Et ici, voilà un premier exemple dans lequel les polyoxométallates sont connectés entre eux avec ce benzène tricarboxylate, ce ligand benzène tricarboxylate, et ça donne quelque chose qui est comme ça. Alors ici, il n'y a pas eu de méthode très Sioux pour déposer ce matériau, si ce n'est de le mélanger à une pâte de carbone, d'ajouter du naphion et de déposer ça sur une électrode. Ici avec des densités qui sont assez intéressantes. Et dans ces conditions-là, ce matériau déposé sur l'électrode, effectivement, présente les propriétés redox qu'on attend du polyoxométallate, qui sont connues, et on observe une vague électrocatalytique dans ces conditions de pH très bas, à un potentiel, vous voyez, avec une surtension qui est relativement limitée, donc c'est assez intéressant, et des électrolyses ici, à ces potentiels-là, en effet, conduisent à la réduction des protons en hydrogène avec des très très bons rendements faradiques, une certaine stabilité, vous voyez, un nombre de cycles catalytiques tout à fait impressionnant. Donc c'est un système qui marche. Quelques années après, et là il s'avère que le laboratoire a collaboré à ces travaux avec Versailles, donc c'est Anne Dolbeck, qui est le responsable de ce projet-là. Donc ils sont allés un peu plus loin en diversifiant le type de pommes utilisées, en diversifiant le type de contruant, en diversifiant le type de lien organique, donc toute une série, donc un criblage de toute une série de composés, et une combinaison particulière s'est avérée la plus efficace. Vous voyez donc des activités différentes, des capacités de catalyse de réduction des protons en hydrogène différentes, et donc ce composé particulier-là s'est avéré, voilà. Vous voyez, ici c'est la surtension en millivolts pour un courant de 10 mA par centimètre carré. Ici c'est le potentiel d'onset, enfin de démarrage de la catalyse. Voilà, donc vous avez quand même des différences significatives entre les différents contruons, liens organiques dans le MOF, voilà, qui fait qu'on peut optimiser ces systèmes à travers des modifications. Et c'est ça l'intérêt finalement, depuis le début, que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'on peut faire du solide, et lorsque ces solides sont moléculaires, entre guillemets, on peut aussi utiliser la puissance de la chimie moléculaire pour moduler les activités du solide. Et vous voyez, là aussi, on module les surtensions et les vitesses de production d'hydrogène. Bon, voilà. J'ai parlé de réduction de protons. Les POMOF ont été aussi utilisés pour faire de l'oxydation de l'eau. Voilà, ici c'est un POM particulier d'une classe particulière type Keggin. Vous avez un atome de cobalt entouré par finalement des tungstate, des groupements tungstate, incorporés à l'intérieur d'un
d'un MOF, ici Z8, bon, très bien, voilà. Et là aussi, ce pot MOF est déposé sur une électrode, à nouveau en mélangeant cette poudre avec du noir de carbone, avec du naphion, et ça fait une encre qui est ensuite déposée sur une électrode. Voilà, et ce matériau, en effet, est doué de propriétés catalytiques pour l'oxydation de l'eau, vous voyez en rouge ici. Le MOF lui-même n'a pas d'activité, le POM lui-même a une toute petite activité ici. Cela dit, c'est un matériau qui n'est pas très intéressant. Néanmoins, ça se publie dans Gevant Chemistry en 2018. Vous voyez, avec voilà. Donc à ce potentiel-là, et avec des surtensions, vous voyez, qui sont de l'ordre de 800 millivolts pour 1 milliampère par centimètre carré, c'est vraiment pas très bon. Avec une pente de Tafel très élevée. Bon, le courant est stable, vous voyez, pendant plusieurs heures. Simplement, c'est ici 0,5 milliampères. Voilà. Alors, le problème, c'est à nouveau la résistivité du MOF et le faible taux de cobalt, d'atomes de cobalt, qui sont les espèces actives qui sont introduites dans le matériau. Mais vous voyez quand même, à nouveau, j'insiste sur le fait qu'on publie ça dans peut-être un des tout meilleurs journaux de chimie, et qu'on publie ça aujourd'hui en 2018. La stratégie d'intégrer des entités catalytiques dans des solides moléculaires comme des MOF intéresse la communauté des chimistes à ce point-là, que même avec des performances aussi faibles que ça se publie à un très haut niveau. Voilà, je passe à l'autre partie qui est les synthèses in situ. Je ne vais pas recommenter cette figure, hein. Vous l'avez vu ici. La démarche, c'est d'avoir juste les précurseurs. Donc c'est simple, hein, vous mélangez des molécules organiques avec des sels métalliques et ensuite vous appliquez différentes méthodes. Donc procédé solvothermal, synthèse couche par couche ou électrodéposition. Et donc, peut-être un des tout premiers travaux, je pense que c'est peut-être Sacha Hoth, en Suède, qui a fait ce travail-là. Donc, très simplement, en prenant une surface de type oxyde métallique conductrice, une première étape où il fixe le ligand, il traite la surface uniquement avec le ligand, et ensuite il traite avec le sel et du ligand supplémentaire, 120 degrés, 24 heures. Et ce qu'il montre, c'est qu'il peut avoir différents types de matériaux en fonction des quantités relatives du sel et de la molécule organique. Et il peut avoir des films assez épais, vous voyez ici, qui est de l'ordre de 20 microns. Alors ça, ce n'est pas des films minces, mais le mieux qu'il puisse faire, qu'il appelle des films minces, c'est de l'ordre de 2, 3, 4 microns. Ce qui est intéressant, ce qu'il montre ici, parce que là aussi, c'est toujours la même chose, avoir des solides moléculaires pour faire des modifications contrôlées moléculaires, eh bien, c'est ce qu'il montre, c'est que même sur la surface, on peut faire de l'échange post-synthétique. C'est ici, il a son MOF sur le solide, avec ce ligand, donc acide téréphthalique, là, et s'il traite par ce catéchol, eh bien, il peut en effet faire un échange, et vous voyez, il peut changer jusqu'à 60% des ligands sur le solide, et ensuite, dans un deuxième temps, il est capable de métaller ce catéchol pour faire un complexe avec une métallation qui correspond à 16%. Bon, il n'a pas fait grand-chose avec ce complexe, mais dans le même article, il fait un truc plus intéressant. Vous vous souvenez à nouveau de ce type de complexe, ces complexes binucléaires de fer qui sont des modèles d'hydrogénase et dont on sait qu'ils ont des propriétés catalytiques pour la réduction des protons en hydrogène, pour la production d'hydrogène. Et là,
même quelque chose comme ça, un peu plus complexe que ce que j'ai montré dans la diapositive précédente, eh bien, il peut faire de l'échange post-synthétique. À nouveau, ce solide sur cette surface, ce MOF sur cette surface, peut subir des échanges de son ligand téréphthalique par ce ligand qui est un acide téréphthalique fonctionnalisé ici, vous voyez, par deux soufres qui fournissent l'accrochage à ce binucléaire de fer. Et là, il remplace 35% de ces ligands et il obtient des matériaux, là aussi, avec des épaisseurs de film très, très différentes. Et effectivement, ce qu'il observe, c'est que voilà, quand il a des films trop épais, il ne voit pratiquement pas l'activité redox de son complexe. Par contre, vous voyez ici, avec un film plus fin, on commence à voir le signal qui correspond à ce complexe binucléaire. Donc, voilà, autour de 2-5 microns, on commence à voir un petit peu quelque chose, à un potentiel redox qui correspond à celui en bleu, qui est celui du complexe tout seul. Mais bon, la forme du signal indique qu'il y a bien une résistance du film. Ce sont des films qui sont trop épais, il n'y a pas assez d'interconnexion entre les cristaux, mais néanmoins, ce que montre Ott ici, c'est qu'on peut faire des échanges de ligands sur ces films. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, toute rigueur, il faudrait vraiment descendre en dessous du micron, et l'idéal serait d'arriver à avoir des films de l'ordre de 0,1 micron. Ce qui, à mon avis, n'est jamais arrivé. Le même auteur, donc ce collègue suédois, qui est un des spécialistes de la question, a publié un peu plus tard par pratiquement la même démarche, et là pour faire de l'oxydation de l'eau, donc par échange post-synthétique, l'incorporation d'un complexe de ruthénium, vous voyez ici, pentacoordiné, donc avec un site de coordination vacant qui lui permet de faire de l'oxydation de l'eau à un potentiel suffisant. Là aussi, on a une densité, grâce à nouveau cette structure-là, on a une densité de ces complexes de ruthénium sur la surface qui est assez impressionnante. Et à nouveau, par le même type de calcul, si vous faites une monocouche de ce complexe-là, seul, vous arrivez à quelque chose qui est 100 fois moins grand. Et ça, évidemment, c'est dû à la nature poreuse du matériau et à la capacité d'introduire une grande quantité de ces sites isolés. Mais ici, ce qu'on montre par les méthodes électrochimiques, c'est pour le coup, c'est que seulement 4% des atomes de ruthénium sont électroactifs. Ça veut dire que même si on a beaucoup de ruthénium, finalement, à la fin, on a à peu près que l'équivalent d'une monocouche qui est accessible par les électrons. Donc on n'a pas gagné grand-chose, malheureusement. Et ceci se traduit évidemment par des performances qui sont assez mauvaises en termes de courant, vous voyez, des courants très faibles. Voilà. Donc tout ça se publie en 2017 de cette façon-là, ce qui montre qu'on n'est pas loin, on est assez loin d'avoir résolu ces problèmes. Oui. Électrooxydation de l'eau, là aussi, donc par une approche in situ. Donc dépôt à nouveau, très simplement, donc dépôt d'une première couche de ce ligand, construction du MOF de la façon que j'ai indiqué ici, et on obtient dans ce cas-là, donc vous voyez le MOF qu'on obtient, appelé Nu1000, donc des clusters de zirconium connectés par ce ligand-là. Et donc ici, on a des cristaux sous cette forme-là de bâtonnets qui font à peu près 2 microns de longueur et qui font une largeur de 0,5 microns. Et ensuite, par la méthode ALD, Atomic Layer Deposition, il y a des atomes de cobalt qui sont introduits dans ce MOF
qui s'accrochent ici sur les nœuds du zirconium à travers des liens cobalt-oxygène. Et donc on a un nouveau matériau appelé Co-Nu1000 qui comporte certes des nœuds inorganiques de type zirconium classique, oxyde de zirconium classique, mais qui servent comme point d'ancrage d'une entité catalytique qui vont être les ions cobalt. Et en faisant cela, voilà, donc ici vous voyez cette représentation, eh bien ça ce sont des images de microscopie qui montrent comment sont construits ces solides sur la surface avec une épaisseur assez homogène, bon, malheureusement un peu trop grande. Donc, qui ont été caractérisés par tout un tas de méthodes microscopiques et qui s'avèrent électroactifs. Alors, oui, j'ai oublié de dire que le rationnel, c'est aussi d'introduire ici un groupement pyrène qui est électroactif. Et ce qu'on observe dans le matériau, le premier qui n'est pas fonctionnalisé par du cobalt, c'est un signal électrochimique qui montre que... Alors, oui, c'est ça. Enfin, qui montre que tous les pyrènes sont redox actifs. Par contre, les complexes de cobalt sont présents, très abondants, mais seulement 1% est électroactif. Donc ici, ce que vous voyez, c'est à nouveau à des potentiels voilà, oxydants, une réaction de catalyse de l'oxydation de l'eau. Vous voyez que en rouge, sans fonctionnalisation par le cobalt, il ne se passe pas grand-chose, ou alors à des potentiels très très élevés. Et l'introduction des atomes de cobalt ici donne un MOF catalytique à des potentiels qui sont plus intéressants. Là aussi, même si cette électrode est active pour l'oxydation de l'eau, vous avez des courants faibles, vous avez des grandes surtensions. Vous voyez, j'ai calculé qu'on avait quelque chose comme 400 millivolts pour 0,1 mA par centimètre carré, des courants relativement faibles. Donc on est loin des standards. Et puis l'électrode n'est pas stable, en particulier parce qu'à ces potentiels-là, on fait quelque chose au groupement pyrène qui s'oxyde. Alors du côté de la réduction du CO2, il y a aussi des choses qui ont été faites. Donc, vous avez ici, vous reconnaissez, voilà, donc sur l'électrode, vous avez un dépôt d'oxyde métallique, d'oxyde d'aluminium. Ce dépôt-là va servir de source d'aluminium dans une deuxième étape pour la construction du MOF, puisque cette électrode modifiée va être mise dans une solution de ligand organique qui est cette porphyrine, et ça va construire d'une certaine façon spontanément un MOF avec des clusters d'aluminium et des liens porphyrine. Et voici les matériaux. La méthallation se fait aussi dans un second temps. Vous avez l'introduction d'un atome de cobalt dans cette porphyrine, et vous avez donc à nouveau un MOF. Tout à l'heure, on a vu des porphyrines de fer. Ici, on a vu des porphyrines, on voit des porphyrines de cobalt. Tout à l'heure, c'était une méthode ex situ. Ici, c'est une méthode in situ. Donc, on peut introduire des porphyrines métalliques de différentes façons. Et ce qu'on voit ici, c'est en effet une catalyse de réduction du CO2. Vous voyez qu'en fonction de l'épaisseur du cycle, de l'épaisseur du film, on a des courants différents. On a une réduction du CO2 en mélange CO-hydrogène, qui dépend évidemment du potentiel, mais on a des potentiels au niveau desquels on a des très très bons rendements faradiques en CO. Voilà, donc un exemple de porphyrine métallique.
Voilà. Oui, en fait, le message ici, c'est que la méthode de déposition d'aluminium permet, au fond, de contrôler relativement bien, en fonction du nombre de cycles qu'on fait pour la déposition, des épaisseurs différentes et donc des courants différents. Voilà, bon, ça c'est le même système. Vous voyez, donc en fonction de ces données ici à moins 0,7 volts, qui sont les meilleures conditions pour la réduction du CO2 en CO, c'est là où on a le moins d'hydrogène. Donc il y a eu des électrolyses qui ont été faites. Vous voyez ici, on a à des surtensions à peu près de 600 millivolts, on a des courants de 1 milliampère par centimètre carré. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal. Et vous voyez qu'on fait, enfin, ils font de l'électrolyse pendant 7 heures avec une très bonne stabilité du courant, avec une perte dans le rendement faradique du CO, mais disons que voilà le type de choses qu'on observe aujourd'hui avec ce type de matériaux. Une autre façon, alors j'ai parlé des MOF, des Metal Organic Framework, il y a aussi une autre famille qui n'est pas appelée de la même façon, mais qu'on appelle des Covalent Organic Frameworks, où finalement les ligands sont connectés entre eux de façon covalente. Vous voyez ici une porphyrine métallique. Bon, à nouveau, c'est ce type de molécule qui a été choisi parce que, je le répète, ce sont des molécules connues pour faire de la réduction du CO2 relativement efficacement. Et donc, toute une série, à travers un polymère qui peut être à 1 ou 2 dimensions, ici c'est un polymère à 4 dimensions parce qu'il y a la fonctionnalisation sur X et Y, donc sont couplés entre eux à travers cette chimie de couplage, aldéhyde-amine, et vous pouvez mettre différentes tailles de linkers entre les porphyrines. C'est ce qu'on appelle voilà, en anglais des COF. Voilà donc 2 exemples qui ont été synthétisés. Vous voyez, ce travail-là a été publié dans Science en 2015. Je pense que c'est Omar Yaghi qui a fait ce travail-là, qui est un des inventeurs des MOF, un des pionniers de ce domaine-là. Donc vous pouvez faire, là aussi, à cause de la puissance de la chimie de synthèse moléculaire, vous pouvez faire donc des solides, des polymères, à 1 ou 2, et à nouveau ici c'est de la dimension 2, et donc qui incorporent un grand nombre de sites isolés de porphyrine. Là, c'est une stratégie où le matériau est d'abord synthétisé et ensuite déposé sur une électrode. Et en faisant cela, eh bien, avec donc ici le 366, c'est celui qui a le lien court, et le 367, c'est celui qui a le lien un peu plus long. Et donc, simplement, ce travail est fait pour montrer que la distance entre les deux est importante, et c'est celui qui a le lien le plus long, le 367 ici, qui a l'activité la plus importante, comme vous pouvez le voir, de cette vague électrocatalytique. Comme vous pouvez le voir dans la production de monoxyde de carbone à partir de CO2 dans ce cas-là, avec une assez bonne sélectivité, puisque vous voyez l'hydrogène est plutôt en bas. Et en tout cas, le 367 est mieux que le 366, et mieux, et ça c'est un point important, que, si vous voulez, la porphyrine toute seule. Donc le fait d'associer ces porphyrines au sein d'un matériau bidimensionnel où les
éléments catalytiques sont connectés à travers des bras organiques, comme ceux qui sont indiqués ici, qui sont conjugués hein, pour le coup, eh bien vous avez une activité catalytique voilà, qui n'est pas inintéressante, qui se produit à pH 7, à un potentiel qui est voilà, avec une surtension de l'ordre de 500 millivolts, qui est stable. Ils ont fait de l'électrolyse pendant 24 heures. Vous voyez ici, ça continue à produire du CO pendant 24 heures. Avec un nombre de cycles catalytiques rapportés au cobalt actif de 48 000, ce qui est impressionnant. Simplement, là aussi, la quantité de cobalt en interaction avec l'électrode, qui est électroactif, ne correspond qu'à 8%. Donc là encore, il y a un problème de conductivité, de transport des charges dans ce solide. Voilà. Bon, ici, c'est un autre exemple. Vous voyez, j'ai récupéré cet article récemment. C'est publié dans le JACS en 2018. C'est toujours Yagi. C'est une continuation du travail précédent. Et ici, ce complexe de cobalt est connecté à travers différents liens. Et ici, la démarche, c'est de voir en quelle manière la nature chimique de ce lien peut affecter la réactivité. Vous avez vu dans le premier travail que la longueur de ce lien avait un impact assez significatif. Et là, en introduisant tout un tas de dérivés électrodonneurs ou électroattracteurs, ils essayent de voir s'il y a des différences. Et effectivement, il y en a. Donc, voilà à quoi correspondent ces films, hein, le type de polymères qui peuvent être obtenus. Et ici, vous avez, plusieurs milliers de cycles catalytiques sur une étape de 12 heures avec une production de monoxyde de carbone constante pendant ici 12 heures. Donc voilà, ce sont des performances qui sont assez intéressantes. Bon, je dirais relativement peu d'effets, enfin un petit peu d'effets de la nature électronique du ligand. Je ne vais pas en dire tellement plus. Bon, et je vais terminer sur ça, peut-être. Là aussi, ce sont donc des polymères de coordination qui ont été faits assez récemment, et notamment à partir de ces molécules qui sont des dithiolènes, donc comme ces composés où des atomes de cobalt ou de nickel sont entourés de plusieurs atomes de soufre, comme le benzène dithiolate qui est présent ici. Alors là, il y a eu tout un travail, vous voyez, qui est maintenant un peu ancien, par Richard Heisenberg, qui est un des grands spécialistes de l'électrochimie et de la photochimie des complexes moléculaires, surtout pour la réduction des protons en hydrogène, et qui avait développé tout ça. Il s'avère qu'au laboratoire, un peu plus tard, on avait développé des ligands soufrés comme ça qui sont beaucoup plus biomimétiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous verrez si vous regardez sur le site web et d'autres présentations, y compris cette année, des images de sites actifs et enzymatiques qui comportent ou des ions métalliques du site de l'enzyme, comme dans la formiate des hydrogénases, comportent des ligands qui ressemblent un petit peu à ça. On a synthétisé ces ligands et on a fait des complexes comme Heisenberg de cobalt. Et dans tous les cas, aussi bien par le travail d'Eisenberg que par le travail de Tania ici au laboratoire pour expliquer le mécanisme, l'intermédiaire clé pour la réduction des protons, c'est
le fait que vous avez un hydrure sur le cobalt et vous avez l'atome de soufre qui permet de positionner le proton à proximité. Et donc ceci donne une configuration qui est parfaitement bien adaptée à une réaction hydrure-proton pour faire de l'hydrogène. Et c'est ce que Tania avait aussi montré. Ici, vous voyez cet état de transition dans lequel vous avez l'hydrure et l'hydrogène, proton, qui commence à se rapprocher de l'hydrure. Avec des énergies de transition qui sont relativement faibles, qui expliquent la très bonne réactivité de ces complexes. Eh bien, à la suite de ces travaux, en tout cas ceux d'Heisenberg, un groupe américain a essayé de faire des polymères à partir de ces benzènes dithiolates. Donc vous voyez que si vous créez, avec un ligand comme ça, donc vous pouvez créer des chaînes de complexes de cobalt dithiolène. Et donc c'est ce qui a été fait, ça a été déposé sur des électrodes, et à ce moment-là, eh bien, vous avez un matériau qui est capable de faire de la réduction des protons en milieu acide en hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici donc les propriétés électrochimiques et on voit donc voilà, la vague catalytique. Bon, je crois que dans ce travail-là, c'est ça. Ils ont déposé ce matériau sur une électrode de silicium. Et donc, ils ont pu faire une photoélectrode. Et avec la lumière, ils gagnent 500 millivolts. Et là, ici, dans ces conditions-là, vous voyez, on obtient des courants de l'ordre de 3,5 mA par centimètre carré. Et puis, l'étape suivante, c'est une démarche naturelle qu'a développé ce groupe-là, c'est de passer d'une structure d'un polymère à une dimension à un polymère à deux dimensions, un polymère de coordination, vous voyez, assez logiquement, à travers l'incorporation de soufre supplémentaire, soit sur un cycle, soit sur ce type de cycle. Et donc, vous faites, par accrochage des cobaltes, ici, là, 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 vous pouvez faire donc un matériau qui ressemble à ça. Et là aussi, donc là, ce type de matériau à deux dimensions a été déposé sur une électrode de carbone. Et voilà, et vous avez de la réduction des protons avec des rendements faradiques de 97%. C'est stable à peu près pendant 10 heures. Voilà. Et vous avez une surtension de 340 millivolts pour un courant de 10 mA par centimètre carré. Ce n'est pas terrible pour les réductions des protons, mais enfin, voilà le type de polymères de coordination qui peuvent être faits. Voilà. Alors, voilà, j'arrive à la fin de ce cours, de cette année universitaire. Je vais dire pourquoi j'insiste sur ce mot universitaire. Parce que ici, je n'ai donc abordé qu'une partie des choses que je voulais aborder, à nouveau avec cette vision. Comment faire du solide avec une culture de chimisme moléculaire. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur ces matériaux appelés MOF, donc matériaux hybrides, à charpente hybride, matériaux poreux, pardon, à charpente hybride. J'ai essayé de vous montrer, avec cet exemple-là, mais on pourrait en prendre d'autres, d'ailleurs à la fin j'ai pris des polymères de coordination qui n'étaient pas des MOF, mais pour vous montrer à quel point un chimiste moléculaire pouvait faire du solide et pouvait exploiter toute la capacité de la chimie moléculaire à modifier les propriétés électroniques du solide d'une certaine façon, soit en amont, à travers la construction du solide à partir de précurseurs bien choisis, soit même en aval, y compris sur une électrode. Vous avez vu aujourd'hui que même après avoir fait un solide moléculaire, l'avoir déposé, etc., on peut encore
au niveau du solide, de l'électrode lui-même, qui est le dernier objet final, faire des modifications avec des molécules et garder la nature hétérogène du solide. Donc c'est ça que j'ai essayé de montrer. Ce n'est qu'un aspect de l'hétérogénéisation des complexes moléculaires. Bon, à l'inverse, ici je montre un peu d'enthousiasme, à l'inverse, les performances sont encore très faibles. Et sans doute, dans les années à venir, les gens vont continuer, à cause du caractère pratique de l'objet, vont continuer à développer ces MOF, à essayer de les améliorer comme électrocatalyseurs, comme photoélectrocatalyseurs, parce qu'au-delà de l'approche académique qui consiste à regarder des objets dans des conditions qui n'ont pas d'intérêt applicatif, évidemment, à un moment donné, il est intéressant de savoir si ça peut finir dans les fameux dispositifs que j'ai indiqués à plusieurs reprises. Alors, donc, ceci est un aspect de ce que je voulais raconter. Il s'avère que quand j'ai commencé à me pencher sur cette problématique en me disant ça peut être intéressant de faire des cours là-dessus parce que ça peut intéresser à la fois les chimistes moléculaires, les chimistes de la catalyse hétérogène, évidemment, je me suis trouvé confronté à un monde énorme, beaucoup plus important que ce que j'imaginais, et donc il y a plein d'autres choses à raconter. Et c'est tellement vrai que, à la fois parce que ça va être, à la fois parce que j'ai d'autres choses à raconter et parce que ça va être la suite assez naturelle, mais avec d'autres approches, la suite de ce que j'ai raconté cette année. Pardon, je reviens en arrière là. Eh bien, l'année prochaine, et je parle de l'année prochaine universitaire parce que ça sera la même année 2018, je vais continuer et mon cours sera construit, alors pour le coup, comme les années précédentes, pas comme cette année, puisque cette année il y avait un colloque, mais comme les années précédentes, ce que j'ai fait tout au long de mes années d'enseignement au collège, c'est-à-dire qu'il y aura un cours qui sera suivi d'un séminaire par un scientifique invité qui illustrera avec sa propre recherche les thèmes que je vais évoquer. Et donc, j'ai en particulier, voilà, donc ça démarra le 31 octobre. Ici, je vais parler de la façon dont les catalyseurs hétérogènes peuvent être activés par des molécules. Je vais parler de catalyseurs hétérogènes bio-inspirés. Je vais parler d'autres méthodes d'hétérogénéisation. Et puis je vais parler de quelque chose qui nous intéresse ici, de catalyseurs solides à site métallique isolé, un pont entre catalyse homogène et catalyse hétérogène. Et dans tous les cas, on aura donc, à nouveau, je le redis, comme les années précédentes, une occasion d'écouter un des spécialistes de ces questions-là après mon cours. Et donc, voilà. Et donc, mon cours ne durera qu'1 heure cette fois-ci, et l'invité, 1 heure également, aussi bien, évidemment, non pas évidemment, parce que j'ai déjà prévu enfin, il y a quelques invités qui viendront d'Europe et qui ne parleront pas tous français au cours des séminaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention pendant ces heures de cours, et si vous avez une question ou deux avant de clore, bien sûr, je suis ouvert à cette discussion. Voilà, merci.